Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques temps, j'ai fait une foire aux questions sur Insta, donc vous m'avez posé plein de questions et je fais cette vidéo aujourd'hui pour y répondre. La première question du coup que vous m'avez posée, c'est Céline, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme matériel quand on débute? Alors vraiment, ça fait longtemps que je suis dans le domaine de l'onglerie, j'ai testé beaucoup de produits. Surtout au début quand j'ai commencé, je cherchais un peu les trucs pas chers qu'on trouvait sur les premiers sites. Et je vous conseille vraiment de peut-être mettre un petit peu plus, donc investir un petit peu plus dès le début, mais au moins vous n'aurez pas à changer vos produits par la suite, donc de prendre directement de la qualité. Surtout que maintenant, ils font vraiment des produits ayant vraiment un bon rapport qualité-prix, pas besoin de payer super cher pour avoir des bons produits. Donc si je peux vous recommander certaines marques, en numéro 1, je mettrai certainement Indigo pour tout ce qui est vernis, couleur, semi-permanent. Ensuite, vous avez Victoria Vigne que j'adore aussi en vernis. Pour tout ce qui est gel et outillage, j'adore chez Purple. Franchement, ils sont vraiment top. Donc sur Fraise Nail Shop, je commande toujours. Et voilà, en vrai, ces trois grosses marques-là, c'est vraiment des valeurs sûres et c'est pas trop cher et vous êtes sûr de la qualité. Au niveau du matériel qu'il faut avoir du coup pour débuter, on va dire au niveau des indispensables, il vous faut du coup une lampe pour pouvoir catalyser vos ongles, il vous faut une lampe pour pouvoir éclairer aussi, ça en vrai on le néglige beaucoup, mais on voit vraiment la différence. Quand on n'a pas de lampe pour éclairer, on se dit bon ça va, mais une fois qu'on l'a on peut plus s'en passer. Donc lampe pour catalyser, lampe pour éclairer, il vous faut une ponceuse, des vernis, du gel, le petit outillage. Donc voilà un peu le matériel en globalité. Après, j'ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, il y a vraiment tout le matériel en détail que j'utilise. Ensuite, on m'a demandé si j'avais eu peur quand je me suis lancée du coup dans l'onglerie, quand j'ai quitté mon CDI. Donc oui, bien sûr que j'ai eu peur. Je pense que c'est un peu logique d'avoir peur, genre limite ça aurait été bizarre si j'avais pas eu peur. Donc oui, j'ai eu peur, mais je me suis dépassée. En fait, je me suis dit bon bah va au-delà de cette peur. En vrai, il n'y a qu'en faisant que tu verras. Un peu comme là, le fait d'avoir déménagé à l'étranger. Au début, j'avais trop peur de quitter toute ma clientèle. Et au final, un petit peu dans tout ce que j'entreprends, ça fait toujours peur parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Mais si tu vas pas voir ce qu'il y a derrière, tu ne peux pas savoir. Donc on va dire que j'aime me braver cette peur et me dire, et au pire, genre vraiment dans toutes les situations, je me dis toujours, et au pire, c'est quoi le pire truc? Donc là, par rapport au CDI, quand je l'ai quitté, je me suis dit, bon bah, au pire du pire, t'iras juste rechercher du boulot. Donc oui, j'ai eu peur quand je me suis lancée, mais je me suis dit que ça valait la peine d'être vécu en gros et que voilà. Donc j'ai vraiment foncé, mais oui, j'ai peur et j'ai encore peur aujourd'hui quand j'entreprends certaines choses et je pense que c'est normal, mais je pense qu'il faut juste aller au-delà de cette peur, oser et voilà, parce que derrière il y a des choses vraiment trop belles. Ensuite, on m'a posé la question, comment faire pour avoir des clientes? Alors ça, c'est vraiment une question qui revient énormément. On m'envoie toujours sur Insta, mais Céline, comment t'as fait toi pour avoir toute ta clientèle et tout? En plus, ça a été super vite. Et tes élèves qui sortent de formation, comment elles font pour avoir des clientes tout de suite? Franchement, pour avoir des clientes, il y a pas mal de stratégies à savoir. Donc franchement, je vous dirais déjà qu'il faut être sur les réseaux. Pour moi, c'est hyper important d'être sur Insta, Facebook, même TikTok. En fait, pour moi, il faut être partout où on peut être. Être vraiment aussi régulière au niveau de votre contenu. Après, il y a vraiment beaucoup de stratégies à connaître, plein de process à mettre en place pour vous attirer de la clientèle. Moi, j'en parle dans une de mes formations, de ma formation en ligne. Et après, ce qui est hyper important aussi au niveau de votre clientèle, du coup, pour avoir de la clientèle et pour garder votre clientèle, c'est de fidéliser à fond. Et dites-vous aussi que ce qui est hyper important, c'est le bouche à oreille. Ça veut dire que vous pouvez commencer donc au début à avoir des petites clientes, genre des copines, la famille, mais dites-vous que ces gens-là aussi, si ces gens-là sont contents, ils vont parler et puis ça va faire vraiment un effet boule de neige et du coup là, ils vont vous recommander. Donc en vrai, ça c'est hyper important, le bouche à oreille. Je dirais même que c'est un peu la base de tout, même avant les réseaux, etc. Le fait d'être recommandé, ça nous apporte beaucoup de visibilité. Mais au niveau des réseaux, maintenant, vraiment Insta, c'est un cerveau, c'est trop intelligent. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place, plein de stratégies. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des tips pour que vos poses tiennent plus longtemps, comment une pose d'ongle peut tenir dans le temps. Alors oui, bien sûr que j'ai des tips. Ce qui est hyper important déjà dans un premier temps, c'est d'utiliser des bons produits. Bien trop souvent, je vois des personnes m'envoyer des messages. Oui Céline, ma pose elle tient pas, etc. Mais vous avez utilisé des produits qui viennent de je sais pas quel site, inconnus au bataillon. Donc déjà, utilisez des bons produits de qualité. Ensuite, c'est hyper important d'avoir le bon protocole. Donc ça, tout dépend de la formation que vous avez suivie. Mais c'est important de bien réaliser les bonnes étapes comme la préparation de l'ongle qui est pour moi vraiment primordiale. Si vous préparez mal votre ongle, par derrière, la pose elle ne tiendra pas. Et ça débute vraiment de ça. Donc voilà, au niveau des produits, du coup du primer aussi utilisé, du temps de catalysation.
Vraiment, pour moi, c'est vraiment la base. De toute façon, ça vient de là en général. Peut-être aussi de la pose du galbe, par exemple, quand vous réalisez votre pose en gel. Mais voilà. Bon, après, il y a toujours les clientes un peu brutales aussi qui peuvent venir parfois faire casser un ongle. Moi, ça m'arrive encore parfois. Mais en général, quand il y a de la casse, quand il y a du décollement, c'est dans votre protocole, Donc, bien revoir votre protocole et bien revoir les produits avec lesquels vous travaillez. Ensuite, on m'a demandé est-ce qu'on peut apprendre le métier de prothésiste ongulaire avec une formation en ligne. Alors honnêtement, on m'avait dit ça il y a quelques années et j'étais un peu en mode, je sais pas si on peut vraiment apprendre le métier de prothésiste ongulaire avec une formation en ligne. Et en fait, je me suis grave intéressée sur le sujet parce que j'ai eu beaucoup de demandes étant donné que j'étais vraiment full en formation physique. Je me suis dit bon, il faut que je puisse quand même partager mes techniques, mes protocoles, etc. avec les personnes qui sont soit très loin à l'étranger ou soit celles qui veulent apprendre mais du coup pas en physique. Et c'est pour ça qu'au mois de mai, je me suis dit bon vas-y, fais une formation en ligne, tourne une formation en ligne et mets vraiment tout ce que toi t'aurais aimé avoir à tes débuts, tout ce qui peut t'aider à apprendre le métier de l'onglerie, à avoir toutes les bonnes connaissances, toutes les bonnes compétences, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé pendant de longs mois auparavant, mais au mois de mai j'ai tourné ma propre formation en ligne et vraiment je suis maintenant persuadée qu'avec une formation en ligne on peut vraiment apprendre le métier de l'onglerie, on peut s'installer, on peut même créer son bar à ongles. Il faut juste que la formation en ligne soit vraiment complète. Pour moi ce qui est important dans la formation déjà c'est qu'elle soit hyper détaillée, que vous ayez vraiment toutes les différentes étapes, accès également à tous les produits, que tout soit clair aussi pour vous. Moi je sais que ma formation en ligne j'ai vraiment il n'y a rien de plus simple en fait. Beaucoup trop souvent, j'ai retrouvé dans les formations en ligne des mots que même moi, en tant que prothésiste ongulaire, avec de l'expérience de parfois 5-6 ans, je ne comprenais pas. Des termes vraiment waouh. Et du coup, je me suis dit, ok, je pense que déjà, il faudrait faire un truc assez simple pour que les gens puissent se retrouver en fait, que les gens ne soient pas perdus quand ils retrouvent cette formation en ligne. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait un groupe WhatsApp, il y a vraiment un suivi, les filles ont accès à mon numéro perso, on échange beaucoup, il y a des coachings de groupe. Puis voilà, c'est vraiment l'onglerie, mais il y a aussi tout le côté réseaux sociaux, il y a aussi tout le côté création d'entreprise, prise de photos, parce qu'en fait, c'est pas juste de l'onglerie. L'onglerie, c'est cool, mais ce qui est aussi cool, c'est de vivre de cette activité et du coup de mettre derrière tous les process qu'il faut pour pouvoir vivre de cette activité, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les photos pour avoir une belle vitrine. Voilà, c'est très complet. Et vraiment, maintenant, je suis sûre de moi. Et puis, au vu des résultats de mes élèves aussi, c'est juste incroyable. Même parfois, c'est bluffant de voir les résultats qu'ils peuvent avoir juste avec des vidéos. Enfin, juste avec des vidéos. C'est quand même des vidéos qui sont hyper qualitatives parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ça, je voulais que ce soit clair, etc. Mais les témoignages sont vraiment impressionnants. Donc oui, pour moi, on peut carrément apprendre le métier de prothésiste ongulaire avec une formation en ligne. Ensuite, on m'a demandé au bout de combien de temps on pouvait vivre du métier de prothésiste ongulaire et moi, au bout de combien de temps j'ai pu vivre de cette activité. Donc moi, ça a été relativement vite parce que en fait, quand j'ai quitté le bar à ongles où je travaillais, il y a quand même un peu de clientèle qui m'a suivie. Donc au final, voilà, après le bouche à oreille a fait le taf et j'ai très vite bien gagné ma vie dans ce métier. J'ai très vite été complète. Mais on va dire que je vais vous parler un peu de mes élèves, celles qui se lancent, on va dire au bout d'un mois, 2 mois, arrivent à se dégager en général entre allez, on va dire 800 et 1000 euros. Après, tout dépend aussi des périodes, parce que si vous lancez forcément à Noël ou l'été, ça varie. Mais franchement, il y en a qui s'en sortent très bien. Tout dépend aussi des tarifs que vous allez mettre. Si vous allez commencer avec une offre à 20 euros ou alors directement vous mettez des tarifs sur 30-40 euros, forcément, ça fait la différence. Donc, en fait, tout dépend de votre investissement, tout dépend du temps que vous allez investir, tout dépend de la pratique que vous allez faire. Au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez gagner en rapidité aussi, donc vous allez pouvoir prendre plus de monde, vous voyez. Donc, en vrai, c'est un peu complexe à répondre comme question, mais on peut très vite vivre du métier de prothésiste ongulaire. À poser la question, à quel moment il est bien de quitter son emploi? Du coup, pour moi, c'est un petit peu complexe de répondre à cette question, c'est un peu au cas par cas, en fait. Tout dépend comment ça se passe dans la boîte dans laquelle vous êtes. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai quitté mon CDI, c'est parce que vraiment j'étais au bout. En fait, j'en pouvais plus de m'investir pour. En fait, ce qui a été le déclic, c'est que de me rendre compte de tout ce que je faisais pour une boîte qui n'était pas la mienne, en fait. De gérer les plannings, de gérer les commandes, de gérer les emplois du temps, du coup les plannings, de gérer tout en fait, le personnel, tu fidélises, tu t'investis, tu travailles jour et nuit, tu viens travailler sur tes jours de repos, les dimanches quand c'est Noël, tu fais des heures sup. Et en fait, après, tu dis putain, je fais tout ça pour une boîte qui n'est pas la mienne, en plus pour très peu de reconnaissance. Pour peu de reconnaissance et pour un salaire de misère en fait, parce que je gagnais, je sais pas, 1002, 1003 quand c'était genre les gros salaires. Et donc en fait là tu te dis bon, en fait je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires parce que tu vois ton chiffre d'affaires, tu sais que tu fais 10 000 euros, mais tu as seulement 1000 ou 1003. Donc en fait moi ça a été un déclic et en fait quand j'ai voulu quitter mon CDI, je me suis dit bon, je vais peut-être demander une augmentation comme ça peut-être que et en fait non,
carrément pas accepté l'augmentation. Elle m'a dit non, non, non. Et c'est là que ça a été le déclic de me dire ok, bah en plus, je vais pas augmenter. Donc c'est comme ça que je suis partie. Après, ouais, je dirais que je sais pas s'il y a vraiment un bon moment. Parce que je pense que si on attend le bon moment, on le fait jamais au final. Mais je pense qu'il y a des facteurs qui peuvent vous indiquer que là, bah, vous êtes peut-être à bout. Et je vous conseille de partir, pas le plus vite possible, mais dès que vous sentez que vous en avez marre en fait, je peux pas réellement vous dire quand est-ce qu'il y a pas de bon moment. Mais voilà, pour moi en tout cas, c'est vraiment quand j'ai pris conscience que tout cet investissement, tout ce temps, et ben, je l'investissais dans un business qui n'était pas le mien. Par exemple, moi j'ai des élèves qui, avant de quitter leur CDI, se sont dit bon, je vais apprendre le métier de prothésiste ongulaire, mais je vais quand même garder un petit mi-temps à côté, ou d'abord commencer le soir et le week-end quand j'ai du temps libre. Comme ça, bah, elles commencent déjà leur activité, elles commencent à fidéliser leur clientèle, elles commencent à avoir leur clientèle. Et après, une fois que bah, c'est bien lancé pour elles, qu'elles voient que ça fonctionne et qu'elles ont bah, au final de la demande, mais qu'elles ne peuvent pas assurer les rendez-vous parce que ben, elles sont dans leur CDI à ce moment-là, et ben, c'est à ce moment-là aussi qu'elles ont quitté leur emploi. Quand elles se sont rendues compte que ça fonctionnait bien. Parce qu'en fait, le métier de prothésiste, c'est un métier qu'on peut faire aussi avec un autre travail à côté, on peut faire ça à mi-temps. Donc, ça peut être aussi un peu la sécurité quand on a peur de quitter son emploi, de quitter son CDI, de déjà commencer dans un premier temps à côté. On m'a demandé ensuite comment gérer le temps de prestation. Alors ça, il faut savoir que en fait, ça dépend de vos années d'expérience. Quand au début, on débute, on est forcément longue. Moi, je le vois, je suis en formation souvent et les élèves, en général, elles se plaignent. Ah, mais moi, Céline, ça me saoule, je mets 3 heures, je mets 4 heures. Oui, mais en fait, je leur dis, les filles, il faut mettre ce temps-là pour bien assimiler, pour bien comprendre les protocoles, etc. Pour ensuite bien maîtriser le protocole et là se mettre des challenges pour accélérer. En fait, dites-vous que vous allez gagner du temps sur vos prestations, que vous allez pouvoir être plus rapide au plus vous allez pratiquer. Et donc pour pratiquer, il faut déjà être à l'aise avec les méthodes. Donc moi, je vous dirais dans un premier temps de déjà bien maîtriser les méthodes, d'être à l'aise et de prendre confiance en vous comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettre des challenges pour gagner en rapidité. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, et moi je le vois bien en formation, quand je dis aux filles vous avez 4 heures, elles vont mettre 4 heures. Par contre, quand je dis aux filles vous avez 2 heures et il y a une cliente derrière, elles vont mettre 2 heures. Donc c'est parfois aussi à vous de vous mettre des petits challenges et vous dire bon allez, là j'ai pas le choix. Et moi je l'ai vu quand j'avais pas le choix, quand je travaillais dans des grosses enseignes et qu'on me disait bon bah Céline, ta cliente elle est là dans 1 heure ou dans 1 heure et demie ou dans une demi-heure, croyez-moi que j'avais terminé, ok. Donc vraiment gérer son temps, forcément au plus vous allez être rapide, au plus vous allez pouvoir prendre de monde et donc au plus vous allez être aussi rentable. Mais franchement, ne bâclez pas non plus votre travail. J'en entends beaucoup ça aussi. Putain, j'ai passé 20 minutes chez elle et au final le travail n'est pas quali. Une cliente va quand même préférer passer plus de temps. Et j'en profite pour répondre à une autre question qu'on me pose souvent aussi, c'est mais oui mais moi je débute. Je mets 3-4 heures, comment je fais pour avoir des clientes? Franchement, vous pouvez prévenir les clientes, vous les prévenez simplement avant le rendez-vous. Voilà, je suis débutante, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et voilà, en général, sachez qu'on est toutes passées par là en fait. Moi aussi, au début, je mettais des temps de ouf pour en plus des pauses horribles. Mais dites-vous qu'il faut passer par là. En fait, on n'a pas le choix. Et beaucoup attendent de mettre moins de temps. Mais du coup, en fait, elles n'y arrivent pas parce que si tu t'attends de mettre moins de temps, il faut pratiquer pour ça. Donc, si tu ne prends pas de clients, tu peux pas. Oula. Mais si tu prends pas. Mais si tu ne prends pas de clients, tu ne peux pas réellement pratiquer. Donc en fait, c'est un peu… en vrai, c'est une boucle. Donc il faut vraiment faire attention à ça et ne pas attendre pareil en fait de bons moments. Lancez-vous, même si vous mettez 4, 5, 6 heures, on s'en fout. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et c'est vraiment comme ça que vous allez gagner en temps et du coup en rentabilité. Ensuite, on m'a dit, Céline, comment est-ce qu'il faut fixer ses prix? Alors ça, ça dépend vraiment de plein de choses différentes. Déjà, ça dépend de si vous avez une cellule commerciale ou si vous travaillez de chez vous. Ça dépend de dans quel secteur vous êtes, si vous êtes plutôt, je n'en sais rien, moi en plein Paris ou en plein Saint-Tropez ou plutôt dans des villes un peu plus éloignées. Ça dépend du matériel que vous utilisez, ça dépend de vraiment plein de choses, ça peut varier. Mais on va dire qu'en général, en fait, pour fixer vos prix, il faut regarder un petit peu ce qui se fait aussi donc, sur le marché. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu les concurrentes, voir ce qu'elles proposent comme tarif et puis s'aligner. Mais dites-vous qu'en fonction de qui vous allez… En fait, en fonction de vos prix, vous allez cibler différentes personnes. Moi, je l'ai bien vu quand je me suis lancée. J'avais des prix bas et j'avais beaucoup d'étudiantes, beaucoup de personnes pas forcément au final sérieuses. Et au plus j'ai augmenté mes prix, au plus les gens pas sérieux sont partis, les étudiantes sont parties et j'ai eu accès à une clientèle un peu plus, je sais pas moi, je vais pas dire haut de gamme, mais vous voyez ce que je veux dire, une clientèle une clientèle vraiment fidèle, qui est là même si tu augmentes de 5 euros ou même de 10 euros parce qu'elle est là pour ton travail. Et en général, c'est plus des femmes d'un certain âge parce qu'au moins elles ont un revenu qui est
Parce que du coup, elles ont des revenus mensuels, donc elles sont sûres de pouvoir tous les mois venir se payer les ondes. Tandis que voilà, les étudiantes ou les petites jeunes, parfois c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment tous les prix fonctionnent. Ça dépend qui vous voulez cibler et où est-ce que vous êtes. Il y a vraiment plein de facteurs à prendre en compte. On m'a demandé du coup ensuite comment pallier à la peur de l'échec. Alors ça, en vrai, c'est pas évident parce que moi, j'ai toujours l'impression que ça vient de mon enfance où j'ai beaucoup été comparée, où on m'a beaucoup dit « Ah putain, toi, on ne sait pas ce qu'on va faire d'elle, elle est pas capable, surtout par rapport à mes études, etc. » Et je me dis que ça vient de là. En fait, j'avais trop peur d'échouer. Mais au final, j'ai compris que c'est vraiment en échouant qu'on apprenait. Genre pour moi, l'échec, c'est égal vraiment à l'apprentissage. Et c'est comme quand on est petit, par exemple, quand on est bébé. Quand on essaye de marcher, on tombe je ne sais pas combien de fois, on échoue et pourtant on se relève. Et on se relève bien plus fort parce qu'après, on ne tombe plus. Donc franchement, je me dis qu'au final, ne rien faire, c'est déjà échouer. Genre, je vous conseille vraiment d'aller derrière tout ça et au final, vous allez voir. Et puis au pire, au final, même si vous échouez, ce sera toujours une leçon à tirer pour au final revenir encore plus fort. Donc je me dis maintenant, maintenant j'ai même plus peur d'échouer. Genre je me dis qu'au final ce sera une leçon, qu'il y aura toujours un truc à tirer et en fait il faut vraiment oser aller derrière cette peur. On m'a ensuite demandé comment se libérer du manque de confiance en soi. Alors ça, je dirais que, en tout cas je vais vous parler de moi, mon cas à moi. À la base, j'ai pas du tout confiance en moi. Vraiment, si vous me revoyez vraiment genre il y a 10 ans, même moins que 10 ans, j'avais pas du tout confiance en moi. Comment j'ai fait pour prendre du coup confiance en moi? Je pense qu'en fait, j'ai pris confiance en moi quand je me suis prouvé qu'en fait, j'étais capable de faire certaines choses. Ça veut dire que des fois, on se dit mais non, mais moi je suis pas capable, je vais pas y arriver. Par exemple, un truc tout bête, mais quand les filles quittent la formation dans des ongles et puis à la fin elles me disent oh là là Céline, demain je me retrouve sans toi, comment je vais faire et tout, elle n'a pas confiance en moi, j'ai peur de ne pas assurer. Mais je leur dis mais passez le cap les filles, vraiment passez le cap. Le lendemain je leur envoie un message et elles me disent tu sais quoi Céline, j'ai fait la cliente et putain mais en fait j'ai grave géré, mais t'avais raison. Et en fait c'est comme ça, en fait je pense que c'est avec plein de petites choses qu'on se prouve comme ça à nous-mêmes, qu'on prend confiance en nous et qu'on se dit mais bien sûr qu'au final on est capable. Et je pense que plus on fait de grandes choses, au plus on fait de belles choses, au plus on prend aussi confiance en nous et au plus on se prouve qu'en fait on est carrément capable. On m'a demandé ensuite comment se faire connaître sur Instagram. Il y a plein de techniques pour se faire connaître sur Insta, plein de stratégies qui encore une fois sont dans ma formation en ligne. Mais je dirais un des trucs moi que j'ai déjà un truc vraiment primordial pour se faire connaître sur Insta, pour être visible sur Insta, c'est d'être régulière. Combien je vois de personnes qui sont sur Instagram, qui postent 3 fois et qui après on les voit plus. Donc là franchement, il faut vraiment être régulière sur Insta, il faut poster entre 5 à 7 fois par semaine pour vraiment dire d'être mise en avant. En fait, il faut poster le plus possible. Je vous conseille aussi de faire des reels à la place de faire des photos parce que les reels ça a beaucoup plus de portée maintenant que les photos. Je vous conseille d'être aussi en story. Je vous conseille d'utiliser toutes les fonctionnalités d'Instagram. Ok, s'il y a tout ce qui est sondage, tout ce qui est vraiment tout. Au plus vous allez utiliser toutes les fonctionnalités d'Insta, au plus vous allez être mis en avant par Insta. Et du coup, au niveau de la visibilité, moi je sais que par exemple, quand j'ai commencé au début, j'avais commencé avec des petites influenceuses, genre des petites micro-influenceuses que j'avais contactées qui étaient sur l'île et je leur avais proposé une prestation en échange du coup d'une story. Et je sais par exemple ça m'a apporté beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à prendre des abonnés. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du coup ces abonnés, donc toutes ces personnes qui viennent régulièrement sur votre profil, il faut aussi les nourrir entre guillemets. Et c'est là aussi que c'est important d'être régulier sur votre profil. Si vous avez des abonnés mais que vous ne nourrissez pas ces abonnés par du contenu, pas de story, pas de post, les gens vont partir aussi. Donc c'est à vous au final d'être vraiment investi à fond dans Insta. Il faut savoir que c'est hyper compliqué parce que vraiment c'est un métier pour moi à part entière. Genre vraiment ça prend un temps de malade de faire du beau contenu, d'être toujours aussi dans toutes les trends qu'il peut y avoir, il y a plein de choses à savoir sur les réseaux. Mais mon conseil numéro 1 ce serait déjà d'être vraiment régulière et de s'investir à fond. Et la dernière question m'a demandé Céline, est-ce qu'il est mieux de commencer en institut ou est-ce qu'il est mieux de commencer chez soi? Alors ça pareil, c'est vraiment propre à chacun, tout dépend. On peut commencer de chez soi parce que c'est confortable, on n'a pas forcément de loyer à payer, on peut gérer son planning, on peut avoir une meilleure relation aussi avec nos proches. Donc c'est ça qui est cool, c'est aussi un moment qui est un peu plus cocooning parce que on est vraiment qu'avec la cliente. En institut, voilà, faut savoir qu'il y aura des charges du coup. Faut savoir qu'il peut y avoir aussi du passage, c'est un petit peu moins personnel. En vrai, ça c'est propre à chacun. Moi, je sais que j'ai commencé en institut, en tout cas, j'ai commencé en tant que salariée dans un institut, donc j'ai bien vu la différence. Et le fait de m'installer de chez moi, c'est vraiment été confortable dans le sens où tu n'as pas de loyer, tu n'as pas d'autres loyers à payer.
tu peux bosser de chez toi, donc même si ta cliente elle vient pas ou si tu as un petit creux, tu peux faire des petits trucs chez toi. Du coup, tu es plus proche de ta famille parce que tu passes plus de temps avec eux, tu passes aussi moins de temps sur la route le matin. En vrai, ça a vraiment plein d'avantages et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus cocooning avec la cliente parce que moi, je sais que j'ai fait un truc hyper cosy et du coup, je bossais avant dans une galerie commerciale, donc il y avait du bruit, etc. Là, c'était vraiment, c'est vraiment plus chill. Donc en vrai, les deux sont bien. Tout dépend en fait de la vision que vous avez, la place que vous avez aussi. Moi, je sais que j'ai une élève aussi qui a créé son institut du coup chez elle. C'est hyper mignon aussi. Mais tout dépend au final de la vision que vous avez. Je pense que les deux sont bien. C'est la fin de cette foire aux questions, les filles. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apporter des connaissances. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un petit commentaire si vous avez des questions.